Alors, en me renseignant un petit peu sur la réception d'Eizouken sur les internets, j'ai pu me rendre compte que beaucoup voyaient dans cette série une sorte de mise en abîme de l'animation japonaise. Forcément, les protagonistes sont passionnés d'animé, vont réaliser quelques-uns, donc il s'agirait nécessairement du sujet du truc. Et s'il y a un peu de ça, je dois dire que jusqu'à l'épisode 6 ou 7 environ, j'étais pas vraiment d'accord. Si Eizouken me procurait autant de plaisir, c'est bien parce qu'il parvenait à toucher quelque chose de plus profond, ou en tout cas de plus essentiel, de plus transcendant, qu'un simple discours sur son propre média. Et c'est précisément parce qu'il n'est plus que ça dans sa deuxième moitié, et j'ai même envie de dire qu'il est moins que ça, que mon humble apport au débat ne saurait se limiter au strict panégyrique que j'avais imaginé en premier lieu. Mais bon, je vais quand même pas me gêner pour dire que c'est mortel, hein. Bonjour les gens, aujourd'hui on évoque donc la dernière série en date de Masaaki Yuasa, l'excellente Keep Your Hands Off Eizouken. Bon, je vais me contenter de Eizouken, hein. Donc, à la base, j'avais prévu un facecam dans un nouveau décor, suite à mon futur déménagement, mais bon, hein, voilà, le confinement, tout ça. A priori, pour le moment, je peux me le mettre où je pense, donc j'ai plutôt opté pour un petit podcast des familles, avec les petits recos qui iront bien à la fin. Et du coup, Eizouken, qu'est-ce que ça mange? Déjà, comme d'hab, j'ai envie de dire, le fait est que la première réaction qui est venue à beaucoup d'entre nous à la suite du premier épisode, c'est de louer la personnalité des personnages, leur chara design, les seiyuu, qui nous changent un petit peu des chipmunks habituels, hein, faut le dire, l'humour de la série, son énergie, etc. Parce que, force est d'admettre que pour beaucoup, il y a toujours cette évidence dans les prods de Yuasa. Cette impression de sortir de la norme, cette sincérité à l'égard de son sujet. Par exemple, je revoyais Ride Your Wave il y a peu, Ride Your Wave, hein, et c'est typiquement le genre de film qui ne va m'évoquer que des évidences. Ça ne va pas me transcender, mais je vais kiffer tout le long. Je vais voir telle ou telle symbolique, je vais apprécier telle scène, mais au final, il y a un tel amour de ce qu'il filme que je suis pris dans le flow, et que je parviens plus à avoir le moindre recul critique en fait. Je peux trouver ça un peu neuneux, mais quand tu vois la fluidité avec laquelle on accepte le postulat de la deuxième moitié du film par exemple, moi j'avais qu'une envie, c'était de me coller contre ma meuf quoi. Il y a des scènes dans ce film, sur le papier, c'est complètement aberrant. Ton film, il peut s'effondrer juste là-dessus. Enfin, je sais pas, regardez la scène où elle se balade avec son mec dans la rue, façon Pretty Woman. Bon, ceux qui ont vu le film comprendront de quoi je parle, hein, je vais éviter de spoiler. Mais jamais ça doit marcher, ça. Et ben non, ça fonctionne du feu de Dieu, et la séquence, au final, c'est une des plus belles du film. Ce mec dégage un putain d'enthousiasme créatif, en fait. Et du coup, ça me surprend pas qu'il se soit rabattu sur l'adaptation d'Eizouken, qui est un manga, donc, à la base, étant donné que c'est précisément l'essence du récit. Et c'est pour ça qu'à mon sens, la série ne parle d'abord pas tant d'animation japonaise au sens strict, que de création au sens large. La création audiovisuelle ici, hein, dans ce qu'elle a de plus fondamental, à la fois du point de vue de ceux qui en sont à l'origine, et de ceux à qui elle est destinée. Et par contre, effectivement, c'est fait par le prisme de l'animation japonaise. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas une série qui parle de sa propre industrie. Bien sûr, on va s'attarder sur les spécificités d'animation, à savoir celles d'un art collectif, avec ses compromis, ses dissensions, ses deadlines, ses exigences, ses difficultés à déléguer, etc. Mais clairement, Eizouken, ça n'a pas les velléités thématiques d'un Shirobako. Le club dans lequel prend place l'histoire, ça va pas servir à filer la métaphore à échelle réduite des problématiques inhérentes à l'industrie de l'animation japonaise. Elle n'en fait jamais la promesse, et il y a qu'à voir le traitement des problèmes pratiques ou financiers qui vont évidemment se poser aux gamines pour s'en convaincre. Ils vont tous être résolus par des heureux hasards ou des concours de circonstances, ce qui fait que c'est jamais le cœur du truc en fait, même si ça permet de se faire une idée de ce genre de difficultés. En réalité, ce sont des facilités scénaristiques qui n'en sont pas tant que l'essentiel est ailleurs. Et jusqu'à mi-parcours, au moins, hein, je me répète, l'essentiel est ailleurs. Que les protagonistes fassent des animés, ça n'aurait aucun intérêt s'il s'agissait pas d'investir leur passion et de nous la faire partager à des fins sensorielles. Et c'est ce que vont faire Yuasa et ses différents réalisateurs d'épisodes, à travers de la pure mise en scène, forcer l'identification aux créateurs, puis à leurs spectateurs par le découpage, par le montage, pour mieux fusionner les ressentis et définir l'acte de création à un niveau viscéral. Rien que la caractérisation du trio, dans le tout premier épisode, c'est limpide à ce niveau-là. Donc, évidemment, t'as la première séquence de la série, dans laquelle Asakusa s'imagine vivre des aventures seule dans sa nouvelle ville. En soi, ça suffit à la cerner, y a pas de souci. Mais juste après, on la découvre sur le toit du lycée, en train d'observer les environnements en contrebas, à l'aide de jumelles. Des jumelles qui sont complètement anecdotiques dans le manga, ne servent à rien. Mais ici, elles vont servir la réalisation de la séquence, parce qu'elles vont mettre en valeur des détails architecturaux. La mise en scène, donc, elle nous indique déjà le rôle d'Asakusa, avant même que ses répliques ne s'en chargent. Elle est celle qui voit à une échelle micro, qui cerne les détails, les rouages d'un ensemble,
D'où son attrait pour les décors et le méca design. Et par extension, elle manque du coup d'une vision d'ensemble. Et vous remarquerez qu'à plusieurs moments dans l'épisode 1, son champ de vision est obstrué par des gens ou des décors. Et par ailleurs, les élèves qu'elle observe, c'est qu'un amas de fourmis indifférenciées. Et ça signifie donc son peu d'intérêt pour le relationnel. Alors que, à l'inverse, Kanamori qui débarque juste après et qui prend les jumelles, elle se fiche complètement des bâtiments, et ce qu'elle va repérer directement, c'est une discussion enflammée au loin. Il me semble que ça parle de mecha ou quelque chose comme ça, je crois que c'est ça. Et donc sa perception de l'aspect humain, son pragmatisme, et évidemment son obsession pour l'argent, bah, ça les désigne naturellement comme la productrice de la bande. Et la mise en scène, elle joue d'ailleurs régulièrement de ça, hein, en l'érigeant comme la figure d'autorité du trio, notamment à travers des gros plans, dont elle sera quasiment, enfin en tout cas dans la première moitié il me semble, la principale bénéficiaire. Et justement, c'est par un gros plan qu'on découvre son visage pour la première fois, à travers les jumelles d'Asakusa. Donc en contre-plongée, puisqu'Asakusa est assise à ce moment-là, et là aussi du coup un angle ultra significatif à l'aune de la relation future, une sorte de hiérarchie en quelque sorte. Puis bon, je vous laisse vous amuser à cerner toutes les idées qui vont dans ce sens, hein, entre les entrées de champ, les compositions triangulaires, et autres parties pris visuelles rigolos, la série est assez riche dans le traitement visuel qu'elle fait du personnage. Elle manque donc évidemment que Mizusaki, là aussi immédiatement identifiée par la mise en scène, pendant sa première apparition, elle est en pleine fuite d'un garde du corps, donc en plein mouvement, un registre dans lequel se sont pas spécialement distingués ses collègues, hein, jusque-là. Elle va être convaincue par l'expressivité d'Asakusa, et évidemment, le fait de savoir que ses parents sont acteurs, ça la désigne inévitablement comme l'animatrice des personnages. Et puis bon, passé tout ça, faites vraiment gaffe à l'animation proprement dite des trois personnages. Elles ont tout un caractère bien défini qui transparaît dans leur gestuelle, et le travail sur ce point, c'est vraiment génial. Le côté cartoonesque d'Asakusa, l'aspect plus rigide, plus concentré, plus contrôlé finalement de Mizusaki, le fait qu'elle soit mannequin, ça se ressent très bien. Et évidemment, bon, perso, je suis extrêmement fan de la nonchalance de Kanamori, le simple fait de l'avoir marché, parfois ça se pissait dessus, quoi. Je me souviens d'un passage en particulier, alors je crois que c'est dans l'épisode 2 ou 3, si je ne m'abuse, où elle est assise, elle entend Asakusa qui fait une connerie à l'extérieur, et dans sa façon de se lever, un peu lourde, un peu vacillante, tu sens toute sa détresse, l'impression qu'elle est vraiment en train de penser à Asakusa, en se disant « mais qu'est-ce qu'elle branle encore cette conne, quoi ?» Et c'est plein de petites subtilités d'animation de ce genre, qui font que même dans ces moments les moins inspirés, on va en parler, la série se suit avec plaisir, quoi. Puis, au-delà de ça, moi je suis encore une fois fan du chara-design d'Asano, Naoyuki, hein, pas Inyo, qui a cette fraîcheur qu'on aimerait voir plus souvent, sans déconner. Pas dans le moé, pas dans la sexualisation en outrance, non, vraiment une représentation variée, incarnée de l'adolescence. Puis en plus, les seiyuu, elles sont absolument mortelles, donc vraiment, gros boulot, vraie sensibilité à ce niveau-là, quoi. Et justement, dans le prolongement de ça, je dirais que le gros atout d'Aizoken, c'est quand même sa facilité à capter un large spectre de l'adolescence. Son insouciance, son énergie, sa capacité à rebondir. Il y a quelque chose de l'ordre du jeu dans le postulat de la série, de très ludique, dans cette gamine qui s'imagine vivre une aventure, avec des bruitages faits à la bouche, qui va remodeler son quotidien par l'observation, la perception, par son imaginaire. Et Yuasa joue brillamment de ça, parce qu'on remet jamais en question l'univers des persos. On peut passer d'une salle de ciné, à une salle de théâtre, à une laverie reliée à des bains, avec une clim sur la porte d'entrée, parce que pourquoi pas, en 3 minutes, et sans souci. L'univers nous paraît parfaitement cohérent, parce que la mise en scène nous y fait adhérer par ses cadres, par son rythme, par le sens de ses images. Alors même que la série commence par Asakusa, qui nous explique que la conception de l'environnement n'a aucune logique. Et ce que moi, j'y vois d'exprimer là, c'est tout le paradoxe d'un imaginaire débridé, et qui est pourtant régi par les règles de notre réalité. Et c'est d'ailleurs ce que dit Asakusa dans une scène, il me semble, hein. En parlant d'animé, elle dit qu'il s'agit d'une exagération crédible, car fondée sur la réalité. Un truc dans le genre. Et ça, tu le ressens constamment. Et tu prends le final de l'épisode 4, c'est la même chose. Donc, bon, là je vais spoiler un petit peu, hein. Ce final, donc, c'est la projection de l'animé réalisé par le trio, et avec une puissance d'évocation telle que les spectateurs présents à ce moment-là dans la salle vont voir divers effets de l'animé prendre vie dans leur réalité, dans la salle où ils sont. Alors, je sais plus exactement ce qu'il y a, je crois qu'il y a une explosion, des missiles qui sortent de l'écran, entre autres, peu importe. Et ce qui est génial, c'est que la séquence est jouissive, c'est monté et rythmé de manière à nous faire totalement adhérer à l'animé créé par les gamines, alors qu'elles vont se mettre à en énumérer tous les défauts la seconde d'après. C'est génial ça. Et l'astuce étant évidemment qu'on ne regarde en réalité pas tant l'animé qu'elles ont créé,
déjà euphorisant en soi, hein, avec sa lycéenne armée d'une machette et ses travelling vénères, quoi, mais bien sa réception par les spectateurs présents dans la salle. Autrement dit, cette fin d'épisode, c'est une séquence où vont se fondre le point de vue des créateurs de l'anime, celui des spectateurs diégétiques, mais aussi le nôtre, en tant que spectateurs des créateurs. C'est assez compliqué à assimiler, mais en fait c'est très simple, hein, dans la série, c'est vraiment limpide. Et en matière de fusion des points de vue, de mise en lumière du pouvoir de la création artistique, clairement cette séquence précise, c'est du Millennium Actress condensé sur 2 minutes. Hein. C'est le pied absolu. Là on touche encore une fois peut-être au plaisir primal qu'ont pu ressentir les premiers spectateurs de l'histoire du cinéma, à cette sensation d'explorer une nouvelle réalité sensible. Et en fait ça, c'est ce que Satoshi Kon faisait avec le cinéma, et que Yuasa et son équipe parviennent à reproduire ici à petite échelle. Et c'est déjà pas un putain de mince exploit, quoi. Si je dis que la série parle avant tout de création audiovisuelle, c'est parce que pour chacun d'eux, ce qui sépare la fiction et la réalité, c'est moins des frontières que des ponts émotionnels, sensoriels, qui seraient complètement cons de pas emprunter. Il me semble que j'en parle d'ailleurs de l'anima sur Millennium Actress. Et là où évidemment, en revanche, on aborde l'animation à proprement parler, c'est par exemple dans le cas des parents de Mizusaki, qui sont là pour figurer cette posture réac vis-à-vis du médium, alors qu'évidemment ils partagent les mêmes motivations de stimulation sensorielle que le live. Et Eizouken, c'est un brillant témoin de ce plaisir. C'est un animé qui intime à voir le monde avec des yeux d'artiste, à avoir cette ouverture d'esprit vivifiante, à embellir le monde par une vision indifférenciée entre imaginaire et réalité. Et c'est ce que c'est fondamentalement la création, c'est ça, c'est cette fusion des deux, imaginaire et réalité, au sein d'une nouvelle réalité, intime, transcendantale, qu'on peut appeler communément la fiction, quoi. Une vision du monde unique, qui viendra enrichir celle de ceux qui s'y investissent. Et ça, encore une fois, c'est une idée qui est parfois traduite littéralement à l'image, que ce soit par un simple raccord mouvement ou d'autres analogies visuelles. C'est quelque chose que faisait beaucoup Satoshi Kon. Et ce qu'il faut préciser, voilà, c'est qu'il n'y a que les styles visuels des séquences réelles et imaginaires qui s'opposent. Émotionnellement, par le biais de la mise en scène, les deux, elles sont en raccord permanent. C'est ça le thème de la série. Et c'est bien le fait qu'on nous le fasse pleinement ressentir qui fait qu'Eizouken, c'est un animé d'une grande qualité, quoi. Puis fatalement, en invoquant Hayao Miyazaki dès le pilote, Eizouken a pris pas mal de nous par les sentiments. Hein. C'était difficile de pas y voir une promesse de retour à ce qui fait l'essence de l'animation, de pas espérer une part d'atavisme dans un animé anachronique qui nagera contre courant des modes idéaux et esthétiques. Et encore une fois, et bon, je précise parce qu'en général ça finit en mauvais procès, je dis ça en aimant certains de ces animés. Hein. Des animés sans démarche particulière, il y en a plein que j'aime. Maintenant, fondamentalement, je préfère 100 fois découvrir un mauvais animé qui tente des choses, qu'un qui me plaît, mais que j'ai l'impression d'avoir déjà vu 100 fois et qui me conforte dans ce que j'aime. Parce qu'au final, des trucs que j'ai aimés sur le moment et que j'ai oublié dans la seconde, il y en a pléthore, hein, évidemment. Mais bref, tout ça pour dire que tout ce que Eizouken met à l'œuvre dans sa première moitié, ça se retrouve malheureusement un petit peu réduit à peau de chagrin dans la deuxième. Et je vais pas m'éterniser parce que je m'étais promis de faire court, même si c'est mal barré, hein. Et que vraiment la série vaut le coup. Mais je pense que le principal souci de cette deuxième moitié, ça se situe à mon sens principalement dans son absence quasi totale de conflit. Et attention, je parle pas de conflits désamorcés par des gimmicks tirés du manzai, on voit ça tout le temps, hein, à base de Kanamori qui cogne à Sakusa. Non, je parle de vrais conflits, qui exploreraient la personnalité des personnages autrement que par des flashbacks, et qui leur permettraient d'évoluer par l'action. J'aime bien qu'à ce moment-là, la série creuse davantage la personnalité des ados, avec chacune un épisode sur leur passé, ou du moins sur ce qui les caractérise en tant qu'individus. J'aime bien aussi que cette partie quitte cette jubilation des débuts pour revenir, par la force des choses finalement, parce que c'est quelque chose que tous les créateurs connaissent, je pense, à des considérations plus terre-à-terre, qui laissent moins de place à l'imaginaire. Et j'aime bien ça parce qu'en tant qu'épisode frustrant, notre ressenti fait directement écho aux préoccupations des personnages à ce moment-là. Elles veulent dessiner, mais elles doivent déléguer en même temps, elles veulent tout contrôler, mais forcément vont devoir s'effacer si elles veulent aboutir à quelque chose de concret, et surtout qui puisse se terminer dans les temps. Mais comme d'hab, voilà, ces épisodes passent quand même bien parce que Yuasa, parce que le mec est entouré d'une équipe brillante, et que la série est toujours parfaite lorsqu'elle veut nous faire ressentir la passion qui émane de ses héroïnes, ok. Mais voilà, les gamines, en l'occurrence, elles s'entendent trop bien. Je trouve que la routine s'installe et que la série devient progressivement une illustration dynamique, mais sans relief du processus de création. Une création qui suit son cours, avec ses hauts et ses bas, certes, mais voilà, sans nous investir. En tout cas, je me suis senti un petit peu à l'écart.
sans nous investir émotionnellement, en tout cas, hein, évidemment. Il manque aussi, à mon sens, la naissance d'Asakusa en tant que réalisatrice, un aspect qui est abordé par 2-3 scènes, mais qu'on ressent pas tant que ça au final. J'ai réellement eu cette impression que l'anime faisait du surplace, ou en tout cas qui prendra, peut-être, c'est possible, qui prendra peut-être tout son intérêt une fois les éventuelles saisons à venir terminées, et donc en intégrant la pleine évolution des personnages. Mais voilà, en l'état, je reste sur l'idée que les derniers épisodes n'ont rien à dire, rien à partager, même si la sympathie qu'ils dégagent reste évidemment encore une fois très très largement digne d'intérêt. Et du coup, voilà, ces derniers épisodes, ça me rappelle un petit peu Ride Your Rave, en fait. Encore une fois, je trouve pas du tout que ce soit un grand film. Le traitement de ces thématiques, ça me chamboule pas particulièrement. Je trouve ça plutôt classique. Et même en matière de mise en scène, je pense que Yuasa s'est déjà montré plus subtil et inspiré. Attention, je trouve que sur l'exploitation des spécificités de l'animation Flash, c'est génial. C'est extrêmement vivant, très mobile. T'as des plans impressionnants à la courte focale. Le remake inversé du final de Mind Game, il est superbe aussi. Mais c'est plus dans la démarche globale, je trouve. Par exemple, le coup des cadres symétriques pour signifier la complémentarité, l'équilibre du couple, c'est intéressant, mais reproduit en permanence, ça te grille presque le rebondissement principal en fait. C'est beau, mais peut-être trop programmatique. Mais pour autant, voilà quoi, ça dégage une telle sincérité, un tel amour de son sujet et de ses personnages, que je me retrouve totalement impuissant quand je suis devant, putain. C'est le genre de film qui te nique tout recul critique. Au final, j'ai juste envie de faire du karaoké avec les personnages et de danser une valse avec une bouée de marsouin, quoi. Je sais pas comment il fait, je comprends pas. Expliquez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Enfin voilà, si je trouve que Eizouken, ça se révèle parfois plus pédagogique que véritablement ludique, ça reste globalement vraiment une série inspirante, galvanisante et parfois jubilatoire, et surtout, c'est vrai du moindre cynisme, quoi. Et ultra rafraîchissante, du coup. Mais en fait, plus que tout ça, Eizouken, c'est surtout une formidable porte d'entrée dans l'univers foisonnant de Masaki Yuasa. La profession de foi d'un vrai boulimique d'idées et de création, d'un hyperactif allègre touche-à-tout, incapable de tenir en place sans risquer le malaise. Bref, d'un authentique artiste caméléon à l'enthousiasme et à l'énergie telle qu'il pourrait te refiler un orgasme en filmant un caillou. Bref, c'est plutôt pas mal. Voilà, quelques recommandations pour terminer, et pour une fois je me suis dit que j'allais vous conseiller du live, parce que malgré ce que je laisse paraître sur cette chaîne évidemment, ou sur Twitter, je mate très majoritairement du live en fait. Et dans ce que j'ai vu récemment, je voulais d'abord vous recommander Skyuchiha, alors je ne sais absolument pas du tout comment ça se prononce, Skyuchiha, un film de Vittorio De Sica qui m'a vraiment cueilli quoi. Alors, pour être très bref, c'est du néo-réalisme italien, ne partez pas, avec les conventions qu'ils définissent, hein, donc acteurs amateurs, tournage dans des lieux réels, et en l'occurrence ici Rome, dans la foulée de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et là où ça devient vraiment surprenant, c'est quand le film bifurque du récit social attendu, hein, du fait du mouvement auquel il appartient, dans lequel on suit deux enfants défavorisés qui tentent de s'acheter un cheval en revendant des produits du marché noir, un pur film de prison, en fait, hein, captivant, oppressant, avec les archétypes et les magouilles qu'on peut attendre de ce postulat, mais avec cette particularité de n'avoir que des enfants comme prisonniers. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Depuis, je repense assez souvent aux deux protagonistes, Giuseppe et Pasquale, qui sont vraiment deux personnages de cinéma injustement méconnus. Ensuite, j'ai enchaîné sur Allemagne année 0 de Rossellini. Voilà. À la fin, j'étais par terre. Je vous raconte pas les deux fins qu'il y a dans ces films, mais voilà. Hein. Et à l'opposé du spectre, et là j'insiste vraiment, parce que même l'opposé du spectre, il se fait défoncer, quoi. Je voulais vous recommander Grimsby. Hein, alors là, ceux qui l'ont vu vont se marrer, parce que, en fait, je peux difficilement vous citer un film qui soit plus aux antipodes de Skyuchiha que Grimsby, quoi, qui est une comédie hallucinante, incroyablement débile, mais qui s'assume de bout en bout, qui repousse constamment les limites du mauvais goût, mais avec une vraie tendresse pour ses personnages. Et voilà, pour vous donner une petite idée, hein, pour synthétiser un peu le truc, c'est quand même un film où on peut voir Max Strong se faire bouffer les couilles par Sacha Baron Cohen, littéralement, hein, bouffer les couilles, Sacha Baron Cohen qui joue son frère au passage, hein, et s'émouvoir quand même de leur relation dans la foulée. C'est absolument mortel, hein, vous avez compris, avec 2-3 séquences d'anthologie, c'est l'une des meilleures comédies de la décennie passée sans sourciller, et si vous aimez les gags bien gras, et j'insiste encore, bien gras, c'est une référence fondamentale, foncez sans hésiter, quoi.
Sur ce, vous connaissez les bails, hein, on se retrouve je ne sais pas quand pour parler de je ne sais pas quoi, même si ce sera probablement la semaine prochaine avec le film Violet Evergarden. Prenez soin de vous, bref, à la prochaine.